La Côte d'Ivoire n'a pas de gouvernement. Depuis 11 h ce matin, le gouvernement ivoirien a été dissous ce mercredi par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Il y a plusieurs milliers de diabétiques en Côte d'Ivoire. L'information a été donnée à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le diabète célébrée ce mercredi 14 novembre. Dans l'actualité également, l'Union africaine approuve l'envoi au Mali d'une force militaire internationale pour reconquérir le nord de ce pays. Bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale de 20 h. L'actualité en Côte d'Ivoire ce mercredi, c'est la dissolution du gouvernement. Le président Alassane Ouattara a donc dissous l'équipe gouvernementale dont les membres sont issus de la coalition politique RHDP, le Rassemblement des Républicains pour la démocratie et la paix. Et pour expliquer les raisons essentielles qui ont motivé cette dissolution, eh bien, le secrétaire général du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, était face à la presse nationale et internationale. Nous l'écoutons. Le président de la République, vu la Constitution, vu le décret numéro 2012-241 du 13 mars 2012 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2012-242 du 13 mars 2012 portant nomination des membres du gouvernement, tel que modifié par le décret numéro 2012-484 du 4 juin 2012, décrète. Article 1. Il est mis fin aux fonctions des membres du gouvernement nommés par le décret numéro 2012-241 et 2012-242 du 13 mars 2012 susvisés. Le Premier ministre et les ministres sortants sont chargés de l'expédition des affaires courantes. Article 3. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan le 14 novembre 2012, Alassane Ouattara. Pour situer le contexte, vous devez savoir que hier, la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale s'est réunie pour examiner un projet de loi modifiant la loi donc, sur le mariage. À l'occasion de cet examen en commission, les groupes parlementaires PDCI, RDA et UDPCI ont voté contre le texte du gouvernement, et ceci en tant que formation politique. Les votes ayant été appuyés par les présidents des groupes parlementaires de ces formations politiques, et pour ce qui concerne le PDCI RDA, par le secrétaire général du PDCI RDA. Il apparaît ainsi que cela pose donc un problème au niveau donc de la solidarité à l'intérieur de l'Alliance et du soutien de l'Alliance donc au niveau parlementaire au gouvernement issu donc de cette alliance. Comme vous le savez, le gouvernement est le reflet de l'alliance du RHDP, avec à sa tête comme Premier ministre un responsable du PDCI, donc RDA. Vous devez savoir aussi que pour ce texte d'ailleurs, il a été présenté par donc, le ministre donc, de la famille, de la femme, de l'enfant, ministre issu du PDCI, donc RDA. Donc le président de la République est donc en contact avec les présidents des formations politiques, membres donc du RHDP, pour les modalités de constitution du nouveau gouvernement. Monsieur le secrétaire général, à vous entendre parler, il y a donc cette question de l'Assemblée nationale
qui motive la dissolution du gouvernement aujourd'hui. Est-ce que c'est la seule raison? Mais oui, c'est la raison, puisque s'il y en avait d'autres, je vous les aurais indiqués. Voilà, c'est la raison. Je suis Baudelaire du groupe Jeune Afrique. Quel timing se donne le président de la République pour la formation du nouveau gouvernement? Est-ce une question d'heures ou de semaines? Et ce sera le temps nécessaire de concertation qui sont engagés avec les différents présidents, comme je vous ai dit, des formations politiques qui sont membres du RHDP. Je suis Stéphane Benioua du quotidien Le Jour Plus. Monsieur le secrétaire général, vous disiez tantôt que l'alliance, en fait la solidarité qui devait être observée au niveau de l'alliance a été mise à mal. Et c'est ce qui a justifié, j'allais dire, la dissolution du gouvernement. Est-ce à dire que le nouveau gouvernement qui sera formé ne tiendra pas compte de certains principes qui ont été à la base de la constitution du précédent gouvernement? Merci bien. Non, je vous ai indiqué que au niveau de la constitution du nouveau gouvernement, que le président de la République était en contact avec les présidents des formations politiques membres du RHDP. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des discussions qui vont être conduites à ce niveau. Et ces discussions permettront de définir des modalités tout à fait claires en ce qui concerne la constitution du nouveau gouvernement et du fonctionnement général de l'Alliance. Nicole Suzy, Slate Afrique. Vous parliez d'un projet de loi sur le mariage qui devait être adopté à l'Assemblée nationale. Peut-on en avoir la teneur, s'il vous plaît? Oui, pour la teneur de la loi, c'est une loi qui modifie la loi en cours sur un certain nombre de points. Peut-être que les points saillants à la matière, c'est que le nouveau projet de loi indique que la famille est gérée conjointement par les époux dans l'intérêt du mariage. Ça c'est une avancée par rapport à la loi précédente, et que les époux contribuent aux charges du ménage à proportion de leurs facultés respectives. Que le domicile de la famille est choisi d'un commun accord entre les époux. Ce sont les dispositions, je dirais, principales de la nouvelle loi. Et ces dispositions ont été jugées utiles, importantes, nécessaires par le gouvernement. Et le gouvernement, dans le cadre de cette alliance, avec en son sein le PDCI-RDA, le RDR, l'UDPCI, etc. C'est un projet de loi de l'ensemble de l'alliance RHDP qui a été porté à l'Assemblée nationale. Et c'est ce gouvernement, c'est cette alliance qui a estimé que sur cette question, des avancées étaient nécessaires par rapport à l'évolution de notre société. Bonjour Monsieur le ministre, je suis Jules Egenda du quotidien catholique La Nouvelle. Monsieur le ministre, de plus en plus on parle de l'entrée probable du FPI au gouvernement. Est-ce qu'avec cette situation, le président aussi envisage l'entrée du FPI, les discussions avec les responsables du FPI pour leur probable entrée au gouvernement? Pour l'instant, ce que je puis vous dire, c'est que le président est en contact avec les présidents des formations politiques membres du RHDP. Voilà. Juste une petite précision. En fait, c'est comme s'il y avait eu un clash au sein de l'Alliance, mais le président est toujours en discussion avec les chefs des partis de l'Alliance. Donc, qu'est-ce qui va changer, en fait? C'est un peu comme si on prend les mêmes et on recommence. C'est pour taper du poing sur la table. C'est quoi exactement? Non, c'est vous qui l'interprétez comme un clash. C'est pas un clash. Il y a simplement que nous estimons que cette alliance obéit à un certain nombre de règles, en termes de fonctionnement, de solidarité. On a un gouvernement qui en est un reflet, de manière très explicite, l'ensemble du gouvernement en est un reflet. Le Parlement, où nous sommes effectivement aussi, en est un reflet. Nous avons une majorité globale parlementaire, et il s'agit de nous entendre sur les modalités de fonctionnement de l'alliance à ces deux niveaux institutionnels.
que ce soit au niveau donc, de l'exécutif ou au niveau du législatif, sachant que ce sont des pouvoirs séparés. Donc ça qui est là-dessus, là, il n'y a pas de doute. Mais les modalités de fonctionnement donc, de l'Alliance à l'intérieur de chacune de ces institutions donc, devront certainement être précisées. Merci. Voilà, c'était les explications du secrétaire général de la présidence, Amadou Gon Coulibaly. Et puis ce gouvernement qui vient d'être dissous avait été formé le 1er juin 2011 et reconduit au mois de mars dernier avec un nouveau Premier ministre, Ahoussou Kouadio-Jano, en remplacement de Soro Guillaume, actuel président de l'Assemblée nationale. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest a été reçu par le président Alassane Ouattara. Les échanges ont essentiellement porté sur la situation au nord du Mali, le compte-rendu de Jérôme Kofi Abolin. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, du GUNIT, reçu ce mercredi 14 novembre 2012 par le président de la République, Alassane Ouattara. L'audience s'est déroulée comme prévu au palais présidentiel avec le chef de l'État. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest a échangé sur les questions concernant la sous-région, notamment la situation au Mali. À titre d'exemple. J'ai été reçu par M. le Président de la République en sa qualité de président de la CEDEAO et dans le cadre des consultations régulières, et en particulier évidemment la situation au Mali, mais nous avons également évoqué d'autres questions dans la sous-région, notamment la Guinée-Bissau, mais je dois dire que les discussions ont été focalisées sur la situation au Mali, et comme il se trouve que je rentre d'une tournée dans la région, où j'ai séjourné pendant 4 jours à Bamako, ensuite nous avons tous été ensemble au sommet de la CEDEAO, et j'étais également hier à Ouagadougou, et j'ai partagé avec M. le Président de la CEDEAO mes impressions par rapport à l'évolution du dossier du Mali, sur la base de la mise en œuvre du concept stratégique qui a été adopté le 19 octobre à Bamako, et qui a rassemblé la communauté internationale d'abord, mais aussi la communauté internationale et le Mali autour d'une même vision stratégique pour régler le problème du Mali, et qui a été déjà préparé par les résolutions du Conseil de sécurité 2056 et 2071, et confirmé depuis par la CEDEAO et l'Union africaine. Et la situation au nord du Mali préoccupe l'Union africaine qui a approuvé il y a quelques heures l'envoi à Bamako d'une force militaire internationale pour reconquérir le nord occupé par les groupes armés islamistes. La présidente de la Commission de l'Union africaine est à Paris. Rencontre avec Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, et le président français François Hollande pour évoquer la crise au Mali. Madame Zouma a appelé les forces armées au dialogue tout en réaffirmant qu'une intervention militaire n'était pas à exclure. Nous verrons, mais évidemment, si nous pouvons avoir la paix au Mali, regagner les territoires et l'intégrité du pays sans partir en guerre, c'est très bien, mais nous nous préparons. Et si les forces ne sont pas suffisantes, nous agirons en temps et en heure. Cet appel au dialogue a trouvé le même écho chez Saïd Djinit à Ouagadougou. Visite pendant laquelle le représentant de l'ONU a rencontré le président burkinabé Compaoré, mais aussi les représentants d'Ansardine, le groupe armé qui occupe le nord du Mali. Ces appels au dialogue interviennent alors qu'Ansardine vient d'annoncer qu'il renonce à imposer la loi islamique dans tout le pays. L'intervention militaire est cependant toujours d'actualité. Le président français François Hollande l'a évoqué mardi lors de sa conférence de presse. La France et l'Europe feront en sorte de soutenir logistiquement, avec aussi de la formation, cette préparation. Mais en aucun cas, la France n'interviendra elle-même au Mali. La France reste très impliquée dans les concertations. Prochaine étape, l'ONU examinera le dispositif opérationnel dans quelques semaines avant de donner son feu vert à une intervention au Mali. Nous n'avons pas voulu. L'Union africaine qui avait suspendu le Mali après le coup d'État militaire ayant renversé le 22 mars le président Amadou Toumani Touré a décidé ce mercredi de réintégrer ce pays au sein de l'organisation africaine.
La Côte d'Ivoire célèbre demain jeudi la 23e journée de la paix en souvenir de la création par l'UNESCO du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Une occasion pour la rédaction de RTI 1 de jeter un regard sur la mission de la CDVR. Durant 14 mois, la commission Dialogue, Vérité, Réconciliation a mené des actions allant dans le sens de la mission à lui confier, à savoir la réconciliation entre les Ivoiriens. Ces actions ont-elles été comprises par la population ivoirienne? La réponse de la rédaction avec Justine Sey-Djiké. Tout peuple, toute nation, tout pays et tout continent aspire à la paix, comme c'est le cas de la Côte d'Ivoire qui sort progressivement de 10 années de crise militaro-politique. La plus grave est la crise post-électorale de 2010, dont le bilan officiel fait état de plus de 3000 morts. Pour écouler le tissu social mis en lambeaux par celle-ci, la réconciliation nationale demeure la condition sine qua non. Cette mission a été confiée à la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, CDVR, depuis le 13 juillet 2011, qui depuis des mois a mené des actions allant dans ce sens. Le premier acte a été le deuil des violences et la purification en mars 2012 pour conjurer la violence et la mort et purifier la Côte d'Ivoire. De fin mars à fin juillet 2012, ce sont les consultations nationales visant à sensibiliser les populations victimes sur le travail de la commission, connaître leurs attentes et les amener à s'approprier le processus de réconciliation. Ensuite vient l'étape de la décentralisation avec l'installation des commissions locales et régionales spécialisées à partir de la fin du mois de juillet 2012 pour une proximité de la CDVR avec les populations. Les opérations d'enquête se tiennent en août 2012 pour recevoir les plaintes de la communauté des victimes avec des enquêtes pour confirmer ou infirmer les accusations portées. Toutes ces actions ont certainement fait leur effet car la réconciliation ne s'opère que quand la volonté y est, volonté d'oublier, de taire les dissensions et de pardonner. 14 mois après la mise en œuvre de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, la réconciliation est-elle effective en Côte d'Ivoire? Je ne dirais pas que la CDVR a atteint ses objectifs, mais je pense que la CDVR est en train d'œuvrer, est en train d'accomplir sa mission qui est ô combien de fois très difficile, mais je pense que ce n'est pas impossible. On a besoin de se réconcilier et cette réconciliation va se faire au fur et à mesure. On ne doit pas se dire que du jour au lendemain on se lève, on a la paix, ce n'est pas possible. Que nous acceptions de pardonner pour que la CDVR puisse faire son travail correctement et tranquillement. Le clou des actions de la CDVR, c'est la phase des audiences publiques, phase de confrontation entre les victimes et leurs bourreaux, où les uns et les autres se parleront en toute franchise pour conforter la réconciliation entamée en vue de l'instauration définitive de la paix en Côte d'Ivoire. La CDVR est sur la voie, mais elle a encore du chemin à parcourir. Pour un mandat de 2 ans, il ne lui reste plus que 6 mois. La communauté internationale célèbre ce mercredi la journée mondiale de la lutte contre le diabète et selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, plus de 300 millions de personnes souffrent de diabète dans le monde. Ce chiffre pourrait doubler si rien n'est fait. En Côte d'Ivoire, 1000 nouveaux cas de diabète sont dépistés chaque année, nous dit notre reporter Gabriel Zani. Le diabète a provoqué la mort de près de 5 millions de personnes dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. 8 diabétiques sur 10 vivent dans les pays à faible revenu. En Côte d'Ivoire, 8% des décès sont liés à cette maladie parce que sa prise en charge coûte cher. Nous lançons vraiment un cri de cœur envers le gouvernement et tous les décideurs, ceux qui peuvent vraiment aider les patients diabétiques à se tourner vers nous parce que nous avons droit à la vie. Faciliter la prise en charge des malades en les rapprochant des praticiens, c'est le but de la journée mondiale de lutte contre le diabète. Les diabétiques réclament entre autres la gratuité de l'insuline. Le ministère de la Santé a déjà pris des mesures dans ce sens, mais beaucoup reste à faire. Madame le ministre de la Santé a donné la caution de son département qui a permis à l'AODCI, Association Obésité et Diabète en Côte d'Ivoire, d'obtenir un financement du Fonds mondial du diabète qui permet l'installation et l'équipement des structures de prise en charge du diabète.
Il n'y a pas que les adultes qui sont concernés par le diabète. Les enfants... Déjà, les médicaments coûtent cher et la nourriture est excessivement chère. Il ne faut pas qu'ils mangent la viande avec de la graisse. Franchement, s'ils peuvent se pencher là-dessus, après le sida aussi, parce que les enfants du sida sont bien pris en charge. Et nous aussi, on veut qu'on veille sur nos enfants. En Côte d'Ivoire, le diabète est en forte augmentation au sein de la population. Pour inverser la tendance, adopter des habitudes simples est conseillé. Manger moins gras, moins salé, moins sucré et pratiquer le sport. Voilà, des conseils signés Zani. Les chauffeurs de minicars ont repris par endroit du service ce matin après une grève entamée il y a quelques jours. Et depuis hier, le ministère des Transports a invité ces chauffeurs des transports en commun à reprendre le service ce matin. Les chauffeurs de minicars ont donc repris du service, un service minimum, une reprise encore timide, selon notre reporter Patricia Oumou-Etia. La grève de 72 heures déclenchée lundi par les chauffeurs de minicars, appelés Baka, a pris fin ce mercredi. Le président de la coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire, Touré Adama, exhorte tous les chauffeurs à reprendre leurs activités. Nous voulons féliciter nos conducteurs qui ont fait un arrêt de travail responsable. Il n'y a eu aucun brique de glace, il n'y a pas eu d'affrontement sur le terrain. Ils ont laissé le service minimum se faire. C'est ça la maturité, nous les félicitons et nous leur disons que leur cri de cœur a été entendu. La preuve est là aujourd'hui. Je peux dire que grâce à eux, le problème national même au niveau de tout ministère va être résolu. Nous les appelons tous à la reprise du travail immédiatement. Une reprise qui devrait soulager les nombreux usagers. Voilà, à Yopougon par exemple, la reprise n'a pas du tout été effective. Fin de ce journal, rappelons ce qui constitue la une de l'actualité. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a dit. Et pour expliquer les raisons essentielles qui ont motivé la dissolution du gouvernement, le secrétaire général de la présidence était face à la presse nationale et internationale. Et selon la présidence de la République, cette dissolution faisait suite à des dissensions au sein de la coalition RHDP, le Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix. Le secrétariat de la présidence fait savoir que durant l'examen d'un projet de loi sur le mariage en commission à l'Assemblée nationale, le groupe parlementaire PDCI et l'UDPCI ont voté contre le texte du gouvernement. Cela pose donc un problème au niveau de la solidarité à l'intérieur de l'Alliance et un problème du soutien de l'Alliance au gouvernement, a souligné le secrétaire général de la présidence. Merci de nous avoir suivis. Nous redonnons l'antenne au service sport pour la deuxième mi-temps du match de football entre la Côte d'Ivoire et l'Autriche. À demain.